Deux invités avec nous ce soir en plateau pour décrypter l'actualité de la planète marché. Gilles Bazichir nous accompagne, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là à vos côtés. Gustavo Orenstein. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Je voulais qu'on commence avec l'événement politique majeur des dernières heures, et je ne parle pas de la nomination à venir de Rishi Sunak à Downing Street. Je parle évidemment du congrès, 20e congrès du Parti communiste chinois, évidemment qui est un événement assez obscur à décrypter pour nous, investisseurs occidentaux, mais on comprend bien qu'il s'est passé quelque chose évidemment à l'occasion de ce congrès, quand on regarde les décisions annoncées et les nominations qui ont pu être faites au cœur de l'organe central permanent de décision du bureau politique du Parti communiste chinois. On verra d'ailleurs sans doute beaucoup plus tard, dans quelques années peut-être, quelles vont être les conséquences, les ramifications de ces décisions politiques importantes. Avant de parler de la politique chinoise, Gustavo, je voulais vous amener quand même sur le terrain de la statistique chinoise. Il y a un graphique qu'on va afficher d'ailleurs qui m'a interpellé tout au long du week-end, un graphique qui a été publié par le Financial Times en fin de semaine dernière. Alors évidemment, personne n'est dupe, et ça fait des années qu'on discute du manque de fiabilité de la statistique chinoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce graphique, il montre également l'attrition de la quantité de statistiques chinoises qui peuvent être publiées et offertes aux investisseurs depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2013. On a atteint un pic en termes de quantité de données économiques publiées depuis la Chine au moment où Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Depuis, le nombre de statistiques n'a cessé de se réduire. Et quand je dis se réduire, on compte les statistiques qui ont disparu du tableau de bord chinois par milliers, voire par dizaines de milliers. On parle quand même de la deuxième économie mondiale et on a l'impression qu'aujourd'hui, personne n'est capable de mesurer de manière pertinente ce qui se passe sur le plan économique en Chine. Oui, alors effectivement, cette question de la mesure de l'activité en Chine a toujours été problématique depuis longtemps. On sait par exemple que les statistiques typiquement de PIB étaient beaucoup moins volatiles que ce que d'autres statistiques sur l'activité indiquaient, donc donnaient l'impression qu'il y avait un lissage très fort des statistiques. Et je dirais que globalement, c'est le problème, enfin ce qu'on constate là, et le graphique, ce qu'il indique simplement, c'est que la Chine n'est pas du tout en train de s'ouvrir effectivement, et cette fermeture va aussi avec moins de transparence dans les données économiques. Après, est-ce que le gouvernement chinois a des meilleures statistiques que celles qu'il présente ? Ça, c'est une autre question. Et j'aurais tendance à dire que non. C'est-à-dire qu'il y a probablement... c'est pas qu'il y a un complot pour faire moins de statistiques pour le reste du monde. Je pense qu'il y a juste moins de statistiques en général. Et que donc, même pour eux, je suppose que ça va être aussi un peu plus difficile d'avoir une idée à peu près claire de où va l'économie. Et ça, très intéressant comme point. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir chinois, finalement, porte assez peu de considération ou d'intérêt aux indicateurs de conjoncture économique dans la gouvernance et dans la décision de la politique économique chinoise? Il y a quand même des décisions économiques à prendre en Chine toujours. Oui, effectivement, mais bon, après, on prenait des décisions aussi par le passé avec moins de statistiques, mais avec plus de qualitatifs. Et donc, vu le réseau du Parti communiste, ils sont sûrement beaucoup de gens un peu partout et qui peuvent leur remonter au moins des informations de terrain, sans que ce soit des données quantitatives, avec des outils statistiques modernes. Bon, il y a quand même encore une vingtaine de milliers, je crois, bon, il y a quand même beaucoup de travail encore pour suivre une économie aussi importante. Mais je crois que ça illustre, je pense, c'est le fait qu'effectivement, au cas où on aurait oublié, c'est quand même une dictature. Les dictatures ne sont pas connues pour leur transparence. Non, mais il n'y a rien de très nouveau dans ce qu'on dit là, mais je trouvais encore une fois ce graphique frappant. Et c'est vrai que voilà, la séquence de la semaine dernière était assez parlante, puisqu'on a vu la publication du PIB chinois reportée d'une semaine. On a eu les chiffres statistiques, les données statistiques publiées ce matin, mais c'est vrai que tout le monde a été surpris par l'annulation de la publication du PIB qui devait avoir lieu en début de semaine dernière. Quand on essaye d'évaluer la course de l'économie mondiale, quand on fait de l'analyse globale macro comme ça, c'est pas un point de détail quand même la deuxième économie mondiale. Qu'on ne soit pas investi en Chine pour de multiples raisons aujourd'hui, quand on est un investisseur occidental, pas de problème. Mais on a besoin quand même d'assesser, d'évaluer la dynamique chinoise pour comprendre la relation et les dynamiques que ça peut impliquer pour le reste de l'économie. Que le monde se déglobalise peut-être, mais on n'est pas déglobalisé à ce point-là non plus aujourd'hui, Gustavo. Non, bien sûr, ce qui se passe en Chine a beaucoup d'impact. Après, on peut mesurer, je sais que ça se fait souvent, on mesure directement ce qui se passe en Chine par la trace qu'elle laisse par ailleurs. Et typiquement, les investisseurs vont regarder le cours du cuivre ou d'autres matières premières.
On sait que la Chine est un acteur important dans ces matières premières. Et du coup, en regardant le cours eux-mêmes, les cours de matières premières, on peut en déduire le niveau d'activité. Donc au lieu de regarder les quantités, on va regarder les prix en imaginant que le marché fasse son travail, soit efficient. Voilà, de ce point de soit vue-là. efficient. En tout cas, voilà. L'espoir qu'on a quand on regarde les marchés financiers, notamment les matières premières, c'est qu'il y ait un certain transfert. Donc les fondamentaux quand même apparaissent dans les prix. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus des 3,9% de croissance annoncés par la Chine sur le troisième trimestre? D'ailleurs, c'est le même chiffre en rythme trimestriel et en rythme annuel, je crois, Gustavo. Ça nous donne une croissance year-to-date de l'économie chinoise de 3% à fin septembre. Oui, c'est une croissance extrêmement faible, effectivement, de l'économie chinoise. Mais on sait qu'une grande partie de ce ralentissement était en grande partie voulu. D'abord par donc la politique de zéro Covid, forcément, qui a impacté plusieurs trimestres. Alors, pas ce trimestre-là, où ça s'est un peu réouvert, mais sur l'ensemble de l'année, ça a eu un impact très fort. Et ça, le zéro Covid, il semblerait que ça soit confirmé, que ça va rester la politique principale de la Chine dans les prochains trimestres. Et puis également, donc, le ralentissement dans l'immobilier, lui aussi voulu, et qui pèse très lourdement sur l'activité chinoise. Donc, en général, les économistes s'attendent à une réaccélération de l'économie chinoise. Ceci étant, je crois que les scénarios de croissance, c'est autour des 4,5% l'année prochaine, ce qui reste quand même très faible pour une économie qui est habituée à des croissances beaucoup plus rapides. On peut parler d'un rebond quand on voit ces chiffres-là, d'une reprise quand même de l'économie chinoise, ou c'est une normalisation après un trou d'air conséquent? Oui, je sais pas quelle est la nuance d'ailleurs. C'est une stabilisation, mais au moins ça arrête. Ça, c'est pas un trou noir non plus. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et ça se stabilise autour d'une croissance relativement faible. Mais je séparais cette question de la croissance chinoise de la question de l'investissement en Chine, dont on parlait aussi tout à l'heure. Mais c'est que il est clair qu'il y a une divergence entre ces deux questions. On peut être exposé indirectement à la Chine par des entreprises et par son impact sur l'économie mondiale. Mais il semblerait que ce qui a fait vraiment très mal ce week-end, c'est plutôt l'idée d'investir en Chine. C'est-à-dire la question de l'investissabilité des entreprises chinoises, du marché chinois, a pris vraisemblablement un coup, encore une fois, avec ce congrès. Et il semble qu'une grande partie de la baisse, d'ailleurs, était très concentrée sur les indices internationaux, le HSCEI, l'Hang donc les indices où les étrangers, en général, opèrent. Et donc, il y a vraiment cette idée que ce n'est pas investissable, décidément, ce marché. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce point de vue-là? Parce que chez Dorval, que ce soit vous ou Sophie Chevelier, votre consoeur chez Dorval Asset Management, ça fait 2 ans que vous me dites que la Chine devient, que la question de l'investibilité sur les actifs chinois se pose, et même peut-être il faut remonter encore plus loin que ça, quand on a vu effectivement que le parti commençait à remettre effectivement des gens du parti dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus dans ce congrès, dans ce qu'on comprend de ce qui s'est joué à travers ce congrès, qui justifie que cette question de l'investibilité ou de l'investissabilité, je ne sais pas comment on le dit en français, éclate à la figure comme ça aujourd'hui, on va dire, du marché d'une certaine manière? Je crois que même en sachant que Xi Jinping était dans cette trajectoire de reprise en main, je crois que la scène que tout le monde a vue, où Hu Jintao, l'ancien président, a été gentiment accompagné à l'extérieur de la salle, tout ça montre qu'il y a quand même vraiment un coup de vis très fort sur la politique et donc sur l'économie en Chine, ce qui fait que vraiment investir en Chine est devenu extrêmement difficile. Et donc, en tout cas, pour beaucoup d'investisseurs, ils ont tout simplement jeté l'éponge en disant que ce marché sort du scope de ce qui est investissable. Et on a vu d'ailleurs, ce sont les grandes plateformes Internet qui ont à nouveau le plus souffert. Alors, le Hang Seng, l'indice de Hong Kong, est au plus bas depuis 15 ans, quasiment, depuis 2008, avec une baisse, on a vu jusqu'à 8% de baisse sur le marché chinois offshore ce matin, après les conclusions du congrès du Parti communiste chinois. Quels sont vos commentaires, vos observations sur la Chine, Gilles, ce qui s'est joué à travers ce congrès et cette question de l'investissabilité ou de la pertinence de l'investissement en Chine pour un investisseur global aujourd'hui? Alors, pour commencer, citons les ratings equity GPS sur le marché chinois, qui est en niveau de redécilisé à 9,4 sur 10. Donc normalement, c'est un screaming buy. Alors, c'est plutôt une illustration du niveau de valorisation et de dynamique des perspectives quand même moyennes des valeurs des entreprises chinoises par rapport à leur historique. Et donc ça laisse entendre quand même que la baisse a été en effet phénoménale et
plus importante en prix que l'évolution des fondamentaux des entreprises cotées en Chine en moyenne. Et qu'on n'a eu que 6% des cas dans le passé où on avait des valorisations aussi faibles, c'est-à-dire plutôt aussi attractives. Donc, comme c'est assez profond, ça veut dire que c'est la marque de quelque chose. Ouais. Alors ça, c'est le premier indicateur qu'on utilise en allocation d'actifs. On a un deuxième indicateur orthogonal, qui n'a rien à voir avec le premier, qu'on utilise en allocation d'actifs. C'est une vision quantifiée, objectivée du sentiment de marché sur les valeurs. Et ce sentiment de marché est toujours très négatif sur les entreprises chinoises. Et donc, la concomitance des deux, je trouve, est vraiment le reflet de ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que, en effet, de moins en moins de transparence, de moins en moins d'ouverture. Pour un système capitaliste, c'est pas extraordinaire. Et puis, on a tous vu la montée des conflictualités. Le fait que, maintenant aux États-Unis, l'aversion ou en tout cas l'inquiétude à l'égard des postures de la Chine devient maintenant très également répartie dans les deux grandes branches des sensibilités politiques américaines. Et donc, au fur et à mesure qu'on prend des décisions sur la restriction des exportations de semi-conducteurs ou de technologies innovantes, où il y a eu beaucoup de barrières douanières qui ont été créées il y a un moment et non réduites depuis, sans compter la rhétorique chinoise à l'égard de l'Occident en règle générale. Les grands investisseurs sur le marché chinois, c'est qui, pour les particuliers, ce sont les Chinois particuliers eux-mêmes, avec une vision assez court terme et plutôt de joueurs et de spéculateurs. Et les investisseurs institutionnels, long terme, c'était les Américains. Ce sont les Américains. C'est le château d'eau de l'épargne dans le monde, les fonds de pension américains. Et là, dans le contexte actuel, c'est très difficile pour un investisseur institutionnel américain de justifier devant Bien son sûr, board une surpondération sur des valeurs chinoises, d'où le flux sortant qui est très important. Et combien de temps ça va durer, c'est très difficile de le voir. Je reviens sur votre point de la conflictualité que cette situation chinoise entretient avec le reste du monde. Le conflit US-China n'est pas né évidemment depuis ce congrès. Il existe déjà depuis des années. Il ne cesse de progresser. L'exemple du secteur des semi-conducteurs est très intéressant de ce point de vue-là. Gilles, on parle beaucoup du prix de nos valeurs. En ce moment, je cite à dessein le titre de l'ouvrage d'Augustin Landier et David Tesmar, deux économistes qui ont écrit ce livre il y a quelques mois. On parle du prix de nos valeurs quand on fait référence à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, avec le prix à payer sur le front énergétique notamment. Dans ce conflit US-China, est-ce qu'il y aura aussi un prix à payer pour nous, pour les investisseurs, sur le plan boursier, par exemple à travers un secteur des semi-conducteurs les acteurs majeurs des semi-conducteurs occidentaux, américains et européens, vont devoir se priver d'un débouché commercial qui apparaissait encore il y a quelques années comme un Eldorado. Il y a deux choses dont on se prive. On se prive d'importations à bas prix, et d'une vision un peu naïve qui avait contribué depuis 20 ou 25 ans à la destruction de pans entiers de l'industrie ou des industries européennes, à plus faible valeur ajoutée, les labeur intensifs en travail, et qui avait été complètement laminé par des politiques objectivement agressives chinoises, conquête des marchés mondiaux à tout prix. Et qu'on continue à voir aujourd'hui dans le domaine des véhicules électriques, par exemple. Bien sûr, oui, je crois que le mondial de l'auto a été un magnifique exemple pour cela. Donc ça, on s'en prive entre guillemets en termes d'effet baissier sur les taux d'inflation. D'accord. Donc la régionalisation est inflationniste. Produire va coûter plus cher. Voilà. On s'en prive effectivement avec des conflictualités qui augmentent et un sentiment, une forme de nationalisme qui progresse, ou en tout cas qui est vif en Chine.
et qui, de temps en temps, amène à des boycotts de produits occidentaux, etc., etc. Et ça, c'est sur le fond jamais bon pour les exportateurs européens en Chine, surtout quand il s'agit de produits qui sont volontairement, sur lesquels il y a une politique de substitution par les producteurs locaux des importations. Et voilà. Alors à l'inverse, donc au global, c'est quand même plutôt négatif, hein, c'est clair. Maintenant, il y a des poches de positivité, en ce sens où la régionalisation, la relocalisation, ça peut être positif pour certains pans industriels ou de services en Occident. Ça devient même un sacré thème d'investissement. Oui. J'en entends beaucoup parler, Clairement, en tout cas. Clairement, ça c'est clair. Mais également d'investabilité, ou je dirais de capacité de créer des entreprises. Si on regarde les investisseurs institutionnels, une entreprise cotée, la bourse, c'est fait pour quoi à l'origine? Enfin, une des fonctions des marchés actions, c'est de financer la croissance, financer la création d'entreprises, et financer la croissance de création d'entreprises de sociétés innovantes qui, petit à petit, pourraient être un petit peu protégées d'une concurrence historiquement extraordinairement vive d'un concurrent capable, eh bien, ça peut contribuer à améliorer les conditions de financement, le fait de trouver des financiers occidentaux pour des entreprises occidentales qui re-régionaliseraient. Voilà, mais au global, c'est vrai que c'est quand même un environnement qui n'est pas positif. Ouais. C'est un schéma sur lequel on a bien vécu, qui effectivement prend fin sans doute en ce moment. Qu'est-ce qui a retiré effectivement pour le reste du monde, peut-être d'ailleurs de la faiblesse conjoncturelle chinoise, quand on regarde le problème de l'Occident à travers notamment le problème de l'inflation? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que la Chine ne redémarre pas trop vite et ne se réouvre pas trop vite à ce stade, Gustavo? Effectivement. Juste avant, bien sûr, je voulais dire, parce qu'il y a quelque chose... J'ai quand même une différence, il faut la noter, entre la question des flux de capitaux et la sortie des marchés chinois et celle du commerce international. Le commerce international chinois, entre la Chine et le reste du monde, est au plus haut de son histoire. Oui, on spécule sur l'idée de la relocalisation et que ça va ouvrir des opportunités, effectivement, mais la réalité telle qu'elle existe aujourd'hui est très loin de ça. Non, je suis payé pour travailler sur le marché financier pour vous dire que la vitesse sur les marchés financiers par rapport au monde réel, ça n'a absolument aucun rapport. C'est-à-dire que vendre le marché chinois, ça prend une 30 secondes sur un bouton. Changer une ligne de production. Ouvrir une usine, changer ça va être très très long. Donc je crois qu'il y a une différence de vitesse qu'il faut bien voir. Il ne faut pas en déduire. Il ne faudrait pas qu'on en déduise que la Chine va disparaître du commerce mondial. Ça, je ne pense pas. Et je pense qu'il continuera. Et même avec plus de conflictualité d'ailleurs, il y aura toujours des échanges. Et je rappelle que dans l'histoire, à la veille encore de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, il y avait des énormes échanges entre les États-Unis et l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. C'est vraiment... on fait des échanges vraiment jusqu'au bout, au général, même dans les cas les plus dramatiques. Et bon. Donc je pense que les échanges vont quand même rester. Sur le ralentissement, effectivement, et son impact, il y a un côté positif aussi, c'est paradoxal, mais il y a un côté positif au ralentissement chinois, c'est que le principal problème aujourd'hui de l'économie mondiale, c'est plutôt la surchauffe, pas vraiment l'insuffisance de demande. Et la Chine aide. Le ralentissement chinois aide. Parce qu'imaginez la situation actuelle avec en plus la Chine qui sera en plein boom, le pétrole qui exploserait, le prix des matières premières augmenterait. Ça serait bien plus douloureux et compliqué. Au moins, il y a une forme d'équilibre. Alors, il ne faut pas que la Chine, ça soit un trou noir. Mais a priori, l'idée, c'est que la Chine se stabilise, mais ne redémarre pas non plus suffisamment pour faire monter les matières premières. Ça reste un scénario plutôt favorable pour l'économie mondiale. J'entends. Quand on en vient à la dynamique de marché, là je sors de la seule question chinoise, bien sûr qu'on peut d'ailleurs mettre de côté, Gustavo, le mois d'octobre est quand même intéressant. On n'a résolu aucun des problèmes, on a toujours une dynamique obligataire qui est très négative, avec des rendements obligataires qui continuent de progresser. On a atteint 4,30 et plus, je crois, sur le 10 ans américain. On a repris encore un choc de taux réel de plusieurs dizaines de points de base là, au cours des dernières semaines. Pour autant, quand on regarde notre bon vieux marché actions, on a l'impression que les marchés actions veulent monter désormais, Gustavo. Ça se voit encore aujourd'hui. On l'a vu même sur le chiffre de l'inflation américaine le 13 octobre dernier, un mauvais chiffre qui a quand même
vu un renversement de tendance du marché américain au sein d'une même séance qui était spectaculaire, avec un S&P 500 qui clôturait finalement en hausse de 2,5%. Il y a la tentation de monter. Oui, effectivement. Non, mais est-ce que vous le constatez déjà? Et qu'est-ce que ça envoie comme message? Parce que c'est difficile de trouver le bon narratif pour expliquer la situation. Alors, il y a sur le marché obligataire quand même, il y a quelques points qui sont intéressants et qui sont une source peut-être de stabilisation, enfin en tout cas d'optimisme. Première chose, c'est que la partie courte des taux américaines aujourd'hui Price intègre déjà des Fed Funds à 5%, ce qui était, on va dire, le point haut des dots, ce que la plupart des membres de la Fed qui ont parlé récemment disaient comme étant oui, 5 c'est bien, 5, à 5 on s'arrête. Bon, le marché Price 5. Alors ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter en réalité à 5, mais disons que pour l'instant en tout cas, on ne peut pas dire que les marchés de taux soient complètement complaisants sur la question de la Réserve fédérale. Donc ça c'est un peu dans les prix, en tout cas dans la partie courte. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'autre trou noir du marché obligataire, c'était le marché anglais. Bon, et lui, il semble stabiliser. D'abord parce que la Banque centrale d'Angleterre donc, est intervenue, qu'effectivement, la question des LDI, vous savez, ces produits qui avaient créé la difficulté, notamment dans les fonds de pension, bon, ça semble être un peu stabilisé. Les fonds de pension anglais sont recapitalisés. Et donc, il y a moins de ventes forcées. Tout le monde regarde ça avec attention, mais pour l'instant, ça semble bien se passer. Et il y a un risque extrême qui a disparu. Ce risque extrême a disparu. Or, ça, c'était quelque chose que tout le monde regardait, le risque de crise financière venant de ces marchés obligataires, notamment de la partie la plus longue. Et puis, bon, dans le cas anglais, pour finir, forcément, le changement de gouvernement, l'arrivée de Rishi Sunak, qui est, bon, c'est un peu quand même, c'est la City qui revient au 10 Downing Street, donc ça rassure tout le monde. Bon, voilà, tout ça, ça explique cette détente très forte qu'on a sur les taux anglais, et du coup, ça diffuse un peu. Donc ça, c'est de nature à calmer. Par contre, c'est vrai que, du point de vue de la macro, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Comptez pas sur moi pour vous expliquer que ça y est, le super ralentissement soft landing, non, on n'en sait rien pour l'instant. On ne voit pas ça, mais bon, les marchés, ils font tout un parcours. Or, on sait aussi qu'un des points importants, c'est que le niveau de pessimisme est extrêmement élevé, le positionnement très léger, les investisseurs pleins de cash, les positions short sur les indices extrêmement élevés, donc des rachats de short comme ça, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Donc, évidemment, ce genre de mouvements sont souvent très violents. La question, c'est est-ce que c'est très durable ? Oui, il y a pas. Je comprends. D'ailleurs, la question que vous posez, c'est il n'y a pas d'enseignements fondamentaux à ce stade à en retirer. Disons qu'il existe effectivement une trajectoire positive. Ça serait, imaginons, le scénario où les prix continuent. Ok, ils sont un peu forts, mais ça semble se stabiliser, ça n'accélère pas, et on commence à voir clairement une indication de ralentissement net de l'économie américaine, beaucoup plus net que ce que les chiffres, par exemple, de cet après-midi indiquent. Qui sont des chiffres où ça n'est qu'un chiffre et il en faudrait beaucoup, et notamment sur le marché du travail, pour être rassuré sur le ralentissement américain. Alors là, effectivement, se dessine une trajectoire d'atterrissage possible, de pivot futur de la Fed, etc. Pour l'instant, c'est simplement des tentatives, c'est un peu spéculatif. Est-ce que c'est un rebond praticable ? Ça dépend de vos clients, ça dépend de l'objectif, du risque que vous pouvez prendre, évidemment. Il n'y a pas d'une solution pour tout le monde. Mais ça reste des mouvements, je dirais, pour l'instant intermédiaires. On va dire. Les actions veulent monter. Est-ce que le risque est devenu de plus en plus asymétrique sur les marchés actions aujourd'hui, Gilles ? Alors asymétrique, dans le sens où on aurait un potentiel de baisse plus limité qu'un éventuel potentiel de hausse, désormais partant des niveaux qu'on a pu atteindre fin septembre ou courant octobre. D'accord. Alors selon nous, oui, on peut répondre positivement à cette question, en sens où on a maintenant au-dessus de 6 sur 10, entre 6 et 6,5 sur le marché mondial, et des ratings encore plus élevés sur la zone euro en particulier, qui est particulièrement déprimée pour des tas de raisons en termes de valorisation. Et donc des espérances de gains à moyen terme, ces niveaux de rating correspondent historiquement, dans le passé, ont correspondu à des espérances de gains, à des performances ultérieures à 2 chiffres en rythme annuel, entre rythme annualisé à horizon 3 mois. Donc même à court terme, des choses relativement constructives. Mais ce n'est pas extraordinairement constructif, et c'est bien le reflet de ce débat, de cette situation, de ce débat entre possible soft landing, pourquoi pas, ce n'est pas parce que ça ne se passe pas d'habitude que ça ne va pas se passer là.
et ou possible erreur de la Fed, voilà, et puis réalité des chiffres qui sortent et de la réalité des postures de la Fed qu'il faut apprécier de façon régulière. Donc en effet, je rebondis sur ce qui avait été dit en termes d'horizon temporel, de variation de l'appétence au risque de la part des investisseurs finaux. Et donc chacun, comme toujours d'ailleurs, sur les marchés, à partir du moment où il y a des transactions, par définition, vous avez des acheteurs et des vendeurs. Et donc avec des rationalités derrière, néanmoins, quand même, par définition. Et voilà, donc nous, on a plutôt tendance, après avoir été de façon synthétique et globale, négatif, voire très négatif, il y a 18-20 mois, avec des ratings de 1,5 sur 10 en moyenne. Bien, là, entre 6 et 6,5, on a même atteint 7 récemment en intraday. C'est plus constructif. Donc, on a tendance, nous, à considérer à conseiller, selon la typologie des clients, le fait de regarder où, quand et comment et sur quels critères objectifs se repondérer en fonction de son appétence au risque, mais aussi de son horizon temporel. Et sachant que la situation sur le marché mondial, je viens de la décrire en synthèse, mais quand on descend par pays, par secteur, par thème et par valeur, là, on a des situations extraordinairement variées. Et notamment, on a des ratings favorables et des sentiments de marché favorables sur beaucoup de thèmes, de valeurs, de secteurs cotés dans le monde. Donc, mais on n'est pas à court d'idées pour investir à moyen terme sur le marché. Les opportunités que vous décrivez, on peut peut-être les préciser un peu, Gilles. Ce sont des opportunités justement pour des investisseurs de moyen terme qui ont du temps. C'est plutôt cette idée-là que vous défendez, ou est-ce qu'il y a aussi des opportunités très tactiques peut-être pour la fin d'année par exemple? Oui. Alors nous, on a tendance à de toute façon penser que les marchés actions, c'est fait pour les investisseurs à long ou très long. C'est ce que veut la règle. Voilà, par principe. On a tendance également à considérer que il devrait y avoir une prime à la qualité des pays dans lesquels les entreprises ont leurs racines, qu'on ne voit pas en termes boursiers. Et je parle de notre thème des pays AAA+, qui sont les pays en relatif, qui sont de meilleure qualité, les pays développés qui sont de meilleure qualité que la moyenne des pays développés, en termes pas seulement macroéconomiques, mais sociaux, sociétaux, d'évolution du chômage, d'évolution de taux d'adhésion au système, de transparence, de droit, du respect de la loi, mais également du financement des retraites. Et donc on a tendance à aimer les valeurs qui ont leurs racines dans ces pays-là. Et je donnerai un exemple à aimer structurellement. Il y en a qui sont chers. C'est un thème que vous défendez de manière continue. Donc il n'y a pas de prime encore, à notre avis, sur ce secteur-là. Et un exemple, si je peux me permettre, mais les Pays-Bas, on a une inflation à 17%, ponctuelle. Eh bien, il y a un accord pour augmenter le salaire minimum aux Pays-Bas de 10%. Est-ce qu'il y a eu des gilets jaunes? Donc, c'est-à-dire, on est à moins 7, d'accord, pour la partie, je dirais, le segment, les moins, qui ont les revenus les plus faibles. Eh bien, le système l'encaisse. Il y a un consensus social qui l'accepte. Ça, c'est quand même le reflet du fait qu'il y a moins de boucliers financés par l'État que dans d'autres pays, et qu'il y a moins de troubles que dans ils ont mis quelques points de PIB sur la table comme tout le monde, les Pays-Bas. Ils n'ont pas rien fait non plus. Forcément. Mais après, tout ça, ça se joue en relatif sur le long terme, et cette capacité à encaisser les chocs, et avec une trajectoire de la dette, et notamment de la dette publique, moins préoccupante qu'ailleurs. Surtout dans une période où les taux sont déjà remontés. Je vous rappelle qu'en France, dans le budget 2023, on va avoir une charge de la dette de 53 milliards d'euros contre 20 milliards il y a 3 ans. C'est encore acceptable, mais tout ça, ça fait quand même un déficit qui est à 5,5% du PIB, ou qui représente la moitié des recettes fiscales. Dit comme ça, c'est plus inquiétant
est plus parlant, à notre avis, que simplement regarder ça en pourcentage du PIB. Ceci étant dit, on a des valeurs françaises qu'on apprécie également quand même beaucoup. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc en fait, on a un assez grand nombre. Si on veut citer une valeur en particulier qui a attiré notre attention récemment, c'est Fortum. Fortum, c'est l'EDF finlandais, avec une grosse activité dans le reste des pays nordiques, qui s'est débarrassé dans des termes assez favorables pour elle de sa filiale Uniper qui apportait le gaz naturel russe en Allemagne, qui était nationalisé par le gouvernement allemand. Exactement. Et donc, bon, il leur reste à remettre à plat leur stratégie, etc. Mais clairement, il a annoncé au marché, etc. Mais nous, ce qu'ils ont déjà dit, c'est qu'ils avaient concentré leur développement sur le décarboné. Ils sont déjà décarbonés maintenant. Déjà décarbonés. Ils vont le concentrer sur le décarboné. Et un exemple de ce que ça peut conduire si leur stratégie est bien exécutée, c'est de regarder une boîte qui s'appelle aujourd'hui Nextera, qui est cotée aux États-Unis, qui a changé qui avant était Florida Light and Power, qui était l'EDF floridien, et qui a 11 ans a dit que toute leur croissance serait faite dans le décarboné, et qui a progressé, dont le cours a été multiplié par 5 en 10 ans. C'est un des exemples où une analyse bottom-up peut identifier des choses à long terme relativement intéressantes. Intéressant, des exemples de sociétés qui ont imaginé cette transition il y a déjà quelques années en arrière. Voilà, ça prend quand même du temps, 10 ans pour changer de statut, changer de modèle économique, etc. Et ça se voit sur le marché. Et ça... Heureusement. non, mais effectivement, heureusement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va parler d'investissement, Gustavo, mais dans les événements marquants de la semaine, évidemment, la réunion de la Banque Centrale Européenne, alors que, on le voyait avec les PMI ce matin, il n'y a pas de bonne nouvelle macroéconomique à se mettre sous la dent aujourd'hui. La zone euro est peut-être déjà en récession, au global, en tout cas, au moment où on se parle, en ce début de quatrième trimestre. Néanmoins, la BCE va continuer de monter les taux de manière encore assez agressive, avec 75 points de base attendus cette semaine. Oui, elle va effectivement faire ce mouvement. Il est clair que la Banque Centrale Européenne est dans une position extrêmement défavorable et très désagréable pour un banquier central. C'est la stagflation, c'est le fait que vous ayez à la fois une croissance qui va être très faible, voire une récession, et une inflation toujours très, très forte. Mais elle l'a déjà dit, si elle ne veut pas que cette inflation très forte s'installe, il va falloir qu'elle agisse. Et la difficulté, c'est que le point de départ, évidemment, c'est des taux très très bas, qu'il y a un certain retard, parce que c'est justement à cause de la situation, c'est pas évident non plus pour elle d'avoir un discours très agressif. C'est plus facile pour la Réserve fédérale, à la limite, comme position, puisque l'économie américaine va plutôt bien, et donc ça passe plus facilement. Là, on sent que c'est beaucoup plus dur, mais malheureusement, elle va être obligée de continuer. Et puis, bon, il va y avoir beaucoup de débats et de clarification, effectivement, sur la partie du quantitative tightening, qu'est-ce qu'elle va faire avec son bilan. Et tout ça, c'est un débat très complexe, puisqu'il n'y a pas que la politique monétaire derrière ces questions-là, mais également le risque de fragmentation en Europe, l'Italie notamment. Et donc, bon, elle marche sur des œufs, forcément, dans ces domaines-là. Mais voilà, elle va devoir passer par ces moments-là. C'est un moment, je pense que c'est vraiment difficile, et les débats sont très intenses à la Banque centrale européenne. Et est-ce que quand même, l'économie de la zone euro est quand même très sensible au niveau des taux d'intérêt, avec une récession, une BCE qui continue d'avancer dans l'orthodoxie retrouvée, la normalisation? Est-ce qu'il y a quand même l'idée que l'inflation va offrir un peu de répit, voire peut-être beaucoup de répit assez rapidement? Je regardais les prix du TTF, donc le gaz de référence naturel sur le marché néerlandais, je crois qu'on a printé, là ça a été très très bref, mais des prix négatifs ces dernières heures. En tout cas, la redescente du prix spot du gaz naturel en Europe est très très spectaculaire. Donc les stockages sont pleins, on l'a bien compris, mais on comprend surtout qu'il n'y a pas de nouvelles demandes qui vient de s'exprimer à ce stade pour le gaz naturel. Ça peut ouvrir quand même l'idée que l'inflation ne va pas rester à 10% très longtemps encore? Ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, d'autres facteurs qui vont continuer de porter cette inflation? Non, il va bien y avoir de la désinflation. Et d'ailleurs, 2023 est une année globalement de désinflation. Tout le monde attend ça. Je dirais même les plus pessimistes attendent la désinflation. Mais il y a un doute quand même sur le rythme auquel on fait cette désinflation, le coût pour l'obtenir. Y compris quand on voit ces prix spot de marché et sur des prix énergétiques qui sont majeurs et qui expliquent
encore quand même en grande partie la crise énergétique. Oui, qu'on alors traverse en Europe, attention, ces prix-là, c'est des prix donc sur des contrats dérivés. Ouais. Bon, ils ont été ultra tirés vers le haut. C'est pas un marché ultra liquide. D'accord. J'irai pas en déduire. Derrière, les prix de l'énergie vont suivre exactement ça, mais il est clair qu'il y a bien, on va avoir un pic d'inflation à un certain moment et l'inflation va effectivement se mettre à ralentir. Mais il semble quand même qu'en Europe, dans la zone euro et en Europe en général, il y a un peu d'inflation. Il y a même des hausses de prix un peu stratégiques. On a tous croisé des entreprises qui nous disent oui, moi j'ai augmenté mes prix parce que l'autre elle l'a augmenté aussi, donc ça passe, j'augmente. Tous ces types de comportements, ce sont des comportements ça entretient ce mouvement-là. Par contre, ce qu'on ne voit pas trop en Europe, c'est effectivement la boucle prix-salaire. Bon, l'exemple a été donné. Il va y avoir évidemment des hausses de salaire, mais a priori pas dans les mêmes rythmes. Donc cette question de boucle prix-salaire, peut-être pas aujourd'hui. Mais enfin, il y a quand même, on sent bien qu'il y a un esprit un peu inflationniste, au moins du côté des entreprises. Et donc la BCE est obligée d'y répondre. Et donc voilà, elle est dans cette phase-là. Et c'est forcément, encore une fois, une trajectoire qui va être difficile. Bon, logique d'investissement pour conclure avec vous, Gustavo. Où est-ce qu'on en est après 10 mois, voire plus de corrections généralisées sur les grandes classes d'actifs, obligataires et actions? Alors, je pense que le cœur de cette crise, c'est d'abord l'obligataire. Donc, essayer de comprendre dans quel scénario les taux longs se stabilisent. Et là, il y a quelques signaux par-ci, par-là. Effectivement, encore une fois, la désinflation, elle s'installe. Mais le ralentissement américain est bien insuffisant pour l'instant. Et donc, ça ne nous rend pas très confiants sur la partie longue. Le seul endroit où il y a un tout petit peu de valeur, ça serait sur les TIPS américains, donc les obligations américaines indexées sur l'inflation. Là, on a des taux réels entre 1,5 et 1,6. Pourquoi pas, ça peut être un peu praticable, mais bon, vu que c'est un marché peu liquide, s'il y a des problèmes de liquidité ou des choses comme ça risque d'être extrêmement volatile. Donc pour l'instant, en tout cas, chez Dorval Asset Management, on est resté complètement en dehors du monde obligataire. Et il y a une autre classe d'actifs qui, du coup, a pris le relais, c'est le monétaire. Voilà, le monétaire. Alors on attend, tout d'un coup, on va pouvoir investir. Il y a 15 ans que je n'ai pas entendu parler du monétaire, 1,5%, c'est le retour. 1,5% dans 3 jours. Donc on attend avec impatience et on investit, et voilà, on roll. Ça permet de patienter, c'est ça, oui, c'est pas... pour un fonds, alors ça protège un peu mieux que le cash, quoi. Dans des profils très défensifs, on arrive à engranger 1,5-2% avec très 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 peu de risques derrière, une position d'attente, en attendant effectivement de revenir a priori sur les actions, je dirais, à un moment plus favorable. En une minute avec vous, Gilles, si on peut, parce qu'on aura la semaine des résultats des GAFAM, est-ce que le sort du S&P 500, le sort boursier du marché américain est toujours aussi corrélé au sort boursier, en l'occurrence, des GAFAM? Sans doute, compte tenu du poids de ces entreprises. Les équilibres n'ont pas changé, malgré des dégonflements, des valorisations. Qui n'a pas été beaucoup plus important que le reste du marché. Et nous, on a des ratings faibles, légèrement inférieurs, la moyenne des GAFAM, des ratings légèrement inférieurs à la moyenne du marché américain. D'accord. Et donc, on n'est pas très optimiste sur ces valeurs-là. En particulier pour Apple, qui, selon nous, concentre beaucoup de problèmes sino-américains. La Chine, c'est le deuxième marché géographique pour Apple. Et c'est sa principale source de fabrication. Et on a pu noter que Foxconn, le principal sous-traitant taïwanais, a réorienté sa production vers le Japon, de la Chine vers le Japon. Et ce qui a été dit tout à fait juste, ça va prendre beaucoup de temps. Et Apple est sensible à la dégradation de la situation au-delà dans le Pacifique. La séquence, c'est demain soir, après clôture des marchés américains, Microsoft et Alphabet Google. Mercredi soir, ça doit être Meta. Et jeudi soir, Apple et Amazon pour conclure cette séquence de publication des grandes tech américaines. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissire, président d'Equity GPS, et Gustavo Renstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management.